Disney a sorti un récapitulatif de l'histoire de Hulk dans l'univers cinématographique Marvel sans qu'on voit une seule image de l'incroyable Hulk avec Edward Norton. C'est quand même un peu dommage vu que c'est un des piliers fondateurs du MCU. C'est un petit peu comme si tu avais un album photo depuis la naissance qui ne commence qu'à l'adolescence. Soit c'est un des enfants de Brad Pitt, Angelina Jolie, soit il y a un problème, en l'occurrence un problème de droit ici. Bon, en même temps, vous me direz, ça évite qu'on le voit à peine sorti d'entre les escalopes, fripé comme un petit charpé. Évidemment qu'ils veulent construire leur univers autour de Mark Ruffalo. D'ailleurs, Disney aurait sécurisé les droits sur Hulk et mettrait en chantier un film solo dès 2023. Sauf que terrible faute du joueur au maillot vert, puisque Mark Ruffalo, pour défendre le MCU face aux critiques, n'a pas hésité à atomiser Star Wars, qui pour lui manque d'inventivité, manque de se renouveler, dit que c'est un petit peu toujours la même chose. Pas sûr que ça ait plu à Disney, il fait comme le père de famille qui t'explique que sa fille est absolument fabuleuse, surtout comparée à son camp de frères qui n'arrive pas à compter jusqu'à 5 sans se tromper au moins 4 fois. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 360e JT Comics, 31 blessés à Legoland en Allemagne. Au début je me suis dit ils ont dû laisser 2-3 Lego traîner par terre, ça suffit à faire 31 blessés, dont un grave. Et puis après j'ai quand même cherché à savoir si Ezra Miller n'avait pas fait un petit tour du côté de la Bavière ces derniers temps, à moins que le Flash de la Warner n'ait été rendre visite à Dave Lea, la doublure du Batman de Michael Keaton, décédé cette semaine à l'âge de 67 ans. On sait jamais, avec Ezra, on sait jamais. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est temps pour nous de passer en revue les news de la semaine. Sur le fil. On a tous été ados ici, donc se retrouver avec un fluide collant au bout des doigts, ça ira. En revanche, si on peut faire comme Spider-Man sans avoir les inconvénients de sa toile, eh bien banco, et ça tombe bien puisque la news insolite de la semaine traite d'un sujet qui revient à intervalles réguliers, suivant le nombre de petits génies disponibles et surtout de leur temps libre. Et bien là, c'est les équipes de chez Hero Threads qui ont inventé un lance-toile, ou plutôt un lance-fil fonctionnel, donc comme une montre avec un bracelet en cuir, dans laquelle se trouve un fil au bout duquel se trouve un aimant ultra puissant que vous pouvez propulser avec le mouvement du poignet classique. 360 balles si vous voulez faire à peu près comme Spider-Man, puisqu'attention, ce fil ne supporte pas le poids d'un être humain, donc si vous lancez du haut d'un immeuble, ça risque plus de finir en intouchable qu'en Spider-Man No Way Home. Par contre, pour frimer sur un terrain de pétanque en ramassant ses boules de la façon la plus originale, ou pour choper une petite vieille par sa prothèse métallique, et bien là, ça peut être intéressant, et je vous laisse me dire si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires. Vers Avocate. Ça y est, demain, aucune objection possible, c'est la sortie de She-Hulk sur Disney+, la série qui a l'air d'incorporer énormément de personnages de l'univers Marvel, notamment Hulk, Wong, l'Abomination, Titania, Frogman, et même, on a vu Bullman et El Matador, donc qui sont des vilains tirés plutôt de l'univers de Daredevil qui sera incorporé également dans la série, on va y revenir, mais il existe un personnage et son univers que les scénaristes étaient interdits d'incorporer dans She-Hulk, et je vous le donne en mille, ce personnage c'est Spider-Man, no way, tout court. Bon, ils s'en passeront, d'ailleurs ils étaient déjà choqués de pouvoir utiliser le personnage de Daredevil. On nous dit d'ailleurs que comme tous les caméos qui se feront dans cette série, eh bien les personnages seront mis à la sauce She-Hulk, à savoir une sauce plus légère, plus humoristique, et pourquoi pas, d'ailleurs il y a déjà eu des runs de Daredevil beaucoup plus légers, je pense à celui de Chris Samnee et de Mark Waid notamment, et ça n'empêche pas qu'on retrouve un Daredevil plus tragique, plus Netflix on va dire, pour sa propre série Born Again. Sinon il est quand même important de préciser que c'est She-Hulk qui a en premier brisé le fameux 4e mur, celui qui la sépare des lecteurs, et pas Deadpool qui l'a fait lui aussi, oui, mais bien des années plus tard. Et alors la réalisatrice a l'air de dire que oui, ça se fera dans la série aussi, elle aura cet aspect méta-fictionnel, sauf qu'ils ont cherché un bon équilibre pour pas en mettre trop et perdre les spectateurs, et qu'en même temps voilà, le monde ait quand même l'air réel et pas d'un Truman Show. Alors ça risque pas d'être comme dans Animal Man numéro 5, ce chef-d'œuvre, mais elle explique que c'est ancré en elle et que c'est comme dans ses pouvoirs d'être capable de repérer tout ce qui est métafictionnel, et qu'il y a autre chose et qu'elle pourra s'y relier. Donc est-ce que c'est le 4e mur, ou est-ce qu'on aura carrément un 5e mur, est-ce qu'il sera porteur ou pas, on verra. Et de la même façon que son cousin Tatiana Maslany a dû énormément faire plaisir à Disney lorsque on lui pose la question avec quel super-héros vous verriez Jennifer Walters se mettre en couple, et qu'elle répond le Batman d'Adam West, puisqu'elle l'adore, je crois que les Hulk du MCU adorent se saboter. Bon, elle a quand même déclaré que oui, exactement comme dans les comics, elle aimerait diriger cette équipe de Vengeurs exclusivement féminine à la A-Force. Il y avait énormément de monde et ça avait été créé à l'occasion des deuxièmes guerres secrètes. Elle a dit à Kevin Feige embauche-moi, et ça fait partie des caprices de star. Il y en a eu plein
cette semaine. Vous avez Karl Urban qui veut plus de films sur Judge Dredd, on verra déjà la série. Vous avez les créateurs de Breaking Bad qui veulent encore plus de spin-off. Vous avez la Warner, et ça c'est assez culotté, qui veut Leslie Grace pour un autre projet dédié à Batgirl. Et puis vous avez Idris Elba qui veut revenir en Bloodsport dans l'univers étendu d'ici, ne serait-ce que pour botter le cul de Superman. Et alors là, je dis oui, mais pour revenir à She-Hulk, qui me tarde vraiment de voir la série, je la sens bien. Et puis je vous laisse me dire, vous, dans les commentaires, je vous laisse plaider votre niveau d'excitation. Ça part de l'ongle incarné, ça va jusqu'au ticket de l'auto gagnant. Bâton de joie. Pendant que le grand patron des jeux vidéo, qui a su réunir les plus grosses licences, continue de foutre les boules à la concurrence, en présentant un crossover justement avec celle de Shenron, puisque DBZ débarque dans Fortnite, où on peut déjà faire des crossovers entre Marvel et DC, et bien pendant ce temps, les producteurs, les développeurs du jeu Gotham Knights ont déclaré, peut-être en enjolivant un petit peu, qu'ils avaient pris en compte les 400 ans d'histoire de Gotham City pour construire la leur dans leur jeu vidéo, avec certains quartiers qui seront plus figés dans le temps, d'autres plus modernes, une ville en gros, si vous voulez un ouvrage en comics de référence sur la façon dont a été construite Gotham City, avec les Cobblepot, les Elliot, les Wayne, les Arkham, et bien vous avez Gate of Gotham, je vous le conseille vraiment. Et puis Marvel n'est pas en reste, puisqu'ils comptent dévoiler leur gros projet de jeu dit AAA, donc un jeu vidéo de première qualité soi-disant, avec un groupe de héros de l'univers Marvel qui sera développé, conçu par celle qui a conçu les premiers Uncharted pour Naughty Dog, Amy Hennig. Ça sera l'occasion de la journée de Mickey, le 9 septembre prochain, la D23, je vous laisse pronostiquer. Sur papier, et à la source pure de tout ça, dans les comics, quelques news très sympas, puisqu'on nous annonce l'arrivée d'une toute nouvelle série Deadpool, un an après la fin de celle de Kelly Thompson. Là c'est Alyssa Wong et Martin Kokolo qui vont se charger de raconter comment Deadpool va devoir se montrer sérieusement mortel, puisqu'il va devoir chasser, tuer un des super vilains les plus dangereux de l'univers Marvel, tout en ayant été capturé et transformé, puisqu'apparemment quelque chose grandit en lui. Alors est-ce que c'est un bébé, est-ce que c'est une gastro? On verra la réponse en novembre avec une très jolie couverture à la She-Hulk. Si vous aimez les vilains sadiques, eh bien sachez que Jim Zub et Ray Fox vont faire revenir Arcade, le vilain créé par Chris Claremont et John Byrne, et tout son Murder World, donc son parc d'attractions aussi fatal qu'un Aqua Boulevard en pleine épidémie de gastro. Là il va être opposé aux Vengeurs dans une mini-série. Et puis parce qu'il faut bien un petit peu de mignonnerie, sachez que l'artiste Jeffrey Brown va se charger d'écrire et de dessiner un livre pour enfants dédié à Thor et à tout l'univers d'Asgard. Regardez comme c'est trop choupi. Là vous avez Loki qui a dessiné en marqueur sur Mjolnir un petit visage, même pas une teub. J'espère au moins que dans la page d'après il lui plante le marqueur dans l'œil, comme il a dû faire probablement à son père adoptif. Et je ne sais pas où en est la publication en VF, mais sachez que DC a de grands projets pour son Green Lantern John Stewart, créé par Denis O'Neill et Neil Adams, et que, eh bien, ils vont lui consacrer un one-shot avec des couvertures déjà magnifiques, donc ça sera par Marco Santucci et Geoffrey Thorne. Ça s'appellera John Stewart et Emerald Knight, et c'est beau. Déjà, on peut dire que c'est beau. Et puis on continue avec une news qui va plaire à tous les darosexuels, ça c'est un terme que je reprends au bon Corentin de First Print et de Comics Blog, c'est Geoff Darrow qui revient pour deux nouvelles couvertures, donc de Big Guy and the Rusty Robot et de Hardboiled, deux œuvres écrites par Frank Miller qui d'ailleurs dégaine son plus beau Daredevil, mais dans la réalité cette fois, puisqu'il porte plainte contre la veuve de l'éditeur en chef du magazine Comics Interview, pour lequel il avait réalisé deux couvertures, une de Ronin et une du Dark Knight Returns. Et sentimentalement c'est un peu compliqué parce que c'est une des premières fois qu'il dessinait ce vieux Batman, son Batman, ainsi que Carrie Kelly, Robin. Donc il avait réclamé les couvertures il y a 25 ans, 30 ans, je sais plus, et il pensait qu'elles avaient été perdues jusqu'à ce que sa veuve essaie de les revendre aux enchères, donc nul doute qu'il va les récupérer. Et puis chez les indés, deux futures petites pépites probables, avec tout d'abord Mark Russell et Roberto Melli qui vont raconter l'histoire du propriétaire d'une animalerie atteint d'un cancer en phase terminale, qui va donc accepter de se faire propulser sur Mars. Il va être le premier homme qui va y mettre les pieds, et puis il va être accompagné surtout de deux robots, deux intelligences artificielles qui vont le considérer comme un dieu vivant, alors ça sent très très bon. Ça s'appelle Traveling to Mars. Et puis Jason Aaron revient avec ce qu'il décrit comme son titre indépendant le plus ambitieux à ce jour. C'est exactement ce qu'il faut dire de toute façon. Ça sera dessiné par trois équipes créatives différentes, et on n'en connaît qu'une pour l'instant, puisque la première partie sera par Alexandre Tefeng, qui va raconter une histoire d'amour qui va pas trop durer malheureusement, mais tout simplement parce qu'elle se passe pendant la fin du monde.
monde, ça sent très très bon, ça a l'air très très beau. Ça s'appellera Once Upon a Time at the End of the World, il était une fois, pendant la fin du monde. Et puis le scénariste de comics Ivan Brandon a souffert d'une crise cardiaque, et vous le savez là-bas, la sécu, c'est la solidarité. Et heureusement que les artistes entre eux et les fans de comics sont solidaires, puisqu'il a réuni pour payer les frais médicaux plus de 55 000 $ sur une page GoFundMe. Courage à lui. Sous couverture. Les pirates sont absolument partout, pas qu'en mer, et vous allez voir que même les comics sur la terre ferme sont touchés. Le scandale de la semaine nous est offert par Black Flag Comics, qui a hissé haut son drapeau. Vous le savez, Marvel et DC proposent des programmes de couverture variantes. Vous devez faire approuver une couverture par leurs soins, et puis ils vous tirent, ils vous font un petit tirage 100, 200, 300, 10 000, si jamais vraiment vous êtes une grosse librairie, exclusivement réservé à votre librairie pour les collectionneurs. Sauf que pour faire la promo du lancement de leur boîte d'édition et puis de leur librairie, eh bien Black Flag Comics, eux, ils sont potes avec l'artiste Clayton Crane, et ils ont fait quelque chose d'assez fou, hein. C'est-à-dire qu'en fait ils ont imprimé les couvertures sur un papier spécial, un papier à l'acétate, et ils l'ont agrafé sur des couvertures de comics déjà existantes, à des invendus. C'est une violation très claire du programme de variant cover de Marvel, et donc ça se vend sous le manteau comme une sextape de Tante May avec Doc Octopus et ses 5 tentacules. Alors là vous avez un petit exemple de comment Clayton Crane a réutilisé une de ses anciennes couvertures pour leur faire un petit dessin sympa de Deadpool, hein, mais ça a même obligé l'organisme, vous savez, qui vous scelle vos comics pour leur faire prendre de la valeur, soi-disant, le CGC, à revoir leur politique et à prendre en compte le fait qu'il y a quand même 2 agrafes en plus dans tes comics, ça peut en faire un petit peu baisser la valeur, l'état. Même Marvel a réagi en rappelant un petit peu les règles, hein. C'est un scandale absolument monumental. Moi je me demande des fois de quoi se plaignent les Palestiniens, et alors preuve que parfois les libraires croient peut-être un petit peu trop en leur propre légende. Sur un magasin qui semble appartenir à eux sur eBay, ils ont mis en vente les sucettes qui étaient disponibles sur leur stand à la Boston Comics Expo, où ils vendaient ces couvertures à l'acétate, hein. 200 $ les 2 sucettes. Est-ce que ce sont vraiment les sucettes? Est-ce que c'est un moyen de vendre les comics sans dire que tu vends les comics? Je ne sais pas, mais en tout cas, la piraterie n'est jamais finie. Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, je me suis régalé avec ce petit livre que j'ai recueilli en boîte à livres, vous savez. Alors, pour une fois, hein, c'est peut-être le seul livre que j'ai pris dans une boîte à livres et que j'ai vraiment fini. Hein, vous savez, il y a cette espèce de boulimie dans une boîte à livres. Mais celui-là, je me suis dit non, tu le quittes pas tant que tu ne l'as pas défoncé. Confession d'un barjo de Cadic, hein, le seul ouvrage qui n'est pas de la science-fiction qui a été publié de son vivant, mais 16 ans après qu'il est écrit, en gros quand il est devenu bankable et que les éditeurs ne lui refusaient plus rien. C'est l'histoire d'un type un petit peu farfelu qui a du mal à distinguer la fiction, le réel, et ça depuis qu'il est tout petit, hein, depuis qu'il lit des comics justement, et donc il croit en la perception extrasensorielle, en la communication télépathique, les aliens, les ovnis et tout ça, et donc est très mal adapté pour la vie quotidienne. Et donc sa sœur et son mari, qui vivent dans une belle maison, qui sont un couple tout à fait classique et banal, on va dire, vous allez voir, en Californie à la fin des années 50, décident de le recueillir chez eux avec leur fille, hein, et donc on va peut-être s'apercevoir que les barjots ne sont pas ceux que l'on croit. Ça parle du mariage, des relations hommes-femmes, de l'amour, de ce qu'on attend, de plein de choses, et je me suis vraiment régalé. La trad des fois m'a un petit peu choqué, mais c'est normal, elle est un petit peu plus vieille. J'ai vu qu'il y en avait une nouvelle qui avait été réalisée en 2013. Mais les boîtes à livres, c'est pas comme Netflix, tu peux pas choisir ton langage. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos petits pouces bleus, hein, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, sur YouTube, hein, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, ou bien sur les réseaux sociaux, et c'est là que vous me laissez d'ailleurs vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis maintenant bientôt 7 ans. Hein, je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ezra Miller accepte d'être traité pour ses problèmes mentaux, hein, alors c'est très bien, c'est la meilleure solution en vrai, mais vérifiez qu'elle ne fasse pas ça juste pour se faire des shoots alcool à 90 degrés bétadine à l'hôpital.